Bonjour, c'est Ankouk, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de l'hormone de croissance. Alors, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment la stimuler naturellement? Alors, tu vois, l'hormone de croissance, qu'on appelle également GH ou growth hormone, ou même somatotropine, c'est une hormone qui est sécrétée dans le cerveau par l'hypophyse. Alors, la GH est sécrétée tout au long de l'existence, mais en particulier dans l'enfance, mais surtout pendant l'adolescence. Alors, comme son nom l'indique, son rôle c'est de faire grandir l'enfant jusqu'à la fin de l'adolescence, et il faut savoir que cette hormone est présente dès la naissance dans le cerveau. Donc par rapport à ça, elle intervient dans plein de choses. Elle intervient dans la croissance des cartilages, la croissance osseuse, et en parallèle, elle permet la croissance des cellules, des organes, donc du corps en général. Elle n'est pas responsable que de la croissance, ça va bien au-delà. Elle est aussi responsable de la régénérescence des cellules, des tissus, mais aussi des os. Alors, le métabolisme aussi lipidique et glucidique, de manière indirecte par l'hormone de croissance, va favoriser la sécrétion du foie. Donc, il va se produire une diminution de la masse grasse, d'une part, mais aussi une augmentation de la glycémie. Alors, cette hormone magique, qu'on va dire, elle a un côté anabolisant dans la construction musculaire, mais aussi un côté brûle-graisse, bon, ce qui en fait une hormone très intéressante. Bon, elle a aussi un rôle de métabolisation des protéines, des lipides, mais aussi des glucides. Alors, l'hormone de croissance, il faut savoir qu'elle est fabriquée lorsque tu fais un exercice physique intense. C'est-à-dire, si tu fais un exercice d'anaérobie, par exemple, le corps va sécréter de l'hormone de croissance qui aura pour effet de brûler les graisses. Alors à l'inverse, si tu fais de la musculation, l'hormone de croissance va plutôt agir sur la synthèse des protéines qui permettra de mieux réparer les tissus musculaires endommagés après un effort. Donc, on va voir la concentration plasmatique basale. Donc, le taux d'hormone de croissance chez un adulte, elle est de 1 à 4 nanogrammes par litre de sang. Chez un enfant, elle est de 10 nanogrammes par litre de sang. Et enfin, chez le nouveau-né, elle est de 30 à 70 nanogrammes par litre de sang. Donc, c'est énorme. Donc, les nouveau-nés ont un taux d'hormone de croissance qui explose. Donc, dessus, c'est le Graal, quoi. Alors, il faut savoir que la GH, c'est pas une hormone à taux fixe. Il faut savoir qu'il y a des pics d'hormones de croissance qui se produisent la nuit, notamment dans les sommeils très profonds, où elle peut atteindre les 12 nanogrammes par litre de sang chez l'adulte. Donc, par rapport à ça, il faut savoir qu'il existe des pics de jour spontanés ou favorisés par différents stimulus. Exemple, le stress, l'effort physique, hypoglycémie brutale. Exemple, augmentation importante et très rapide après injection d'insuline, ou progressive, le jeûne par exemple, le froid, le traumatisme chirurgical, perfusion de certaines molécules, donc arginine 2, DOPA. Donc là, on a vu ce que c'était une hormone de croissance. Par contre, à l'inverse, tu as des gens qui fabriquent beaucoup trop d'hormones de croissance en très très grande quantité. Donc ça se voit notamment chez l'enfant qui est atteint de gigantisme. Donc accélération de la croissance des os longs, mais aussi les cartilages de croissance ne sont pas soudés entre eux. Alors chez l'adulte, l'hormone de croissance en trop grande quantité se traduit par la maladie qu'on appelle la maladie de l'acromégalie. Donc c'est une apparition sur plusieurs années d'une hypertrophie des os courts et plats. Donc une modification de l'arcade sourcilière, une hypertrophie de la mâchoire, une hypertrophie du nez, une augmentation du périmètre crânien, mais également un élargissement et un allongement des mains et des pieds. Alors évidemment, comme ça touche les os, ça touche aussi les organes intérieurs, comme le foie et le cœur par exemple. Alors évidemment, ça engendre des maladies, telles que le diabète, également les problèmes cardiovasculaires, donc hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, mais aussi d'ordre rhumatologique, donc notamment des douleurs articulaires. Alors la cause de cet excès d'hormones de croissance, en règle générale, il est dû à une tumeur bénigne qui est située sur l'hypophyse qu'on appelle adénome. Donc, tu as aussi d'autres causes, mais beaucoup plus rares, qui ne sont pas liées à l'hypophyse, mais qui engendrent quand même en excès une fabrication excessive d'hormones de croissance. Alors, évidemment, il y a des traitements pour l'hormone de croissance dans le cadre médical. Donc, ce traitement de l'hormone de croissance est utilisé en cas de déficit justement de la GH, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant.
Par exemple, pour un enfant qui a un retard de croissance dû à un déficit d'hormones de croissance, une maladie génétique ou une insuffisance rénale chronique. Ou alors, en cas de petite taille à la naissance, ce qu'on appelle communément le nanisme. Alors, chez l'adulte, le traitement sera fait par rapport à un déficit d'hormones de croissance secondaire, par rapport à une pathologie, par rapport à l'hypophyse, ou alors acquis dans l'enfance. Donc, l'hormone de croissance thérapeutique, utilisée de nos jours, est une hormone humaine synthétique, donc fabriquée par génie génétique et qui est identique à une hormone naturelle. Cette hormone thérapeutique, elle est la seule à être utilisée sur le marché. Alors, je te dis ça parce que dans le temps, il y a très longtemps, on fabriquait de l'hormone de croissance en faisant des prélèvements sur des cadavres et on s'est rendu compte par rapport à ça qu'il y avait une transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, donc une maladie très grave. Alors, précisément, on appelle ça une encéphalopathie spongiforme bovine ou maladie de la vache-folle. Alors, pour faire simple, c'est des trous qui se produisent dans le cerveau et dès que la maladie est déclarée, au bout d'un an, c'est terminé. Alors, cette hormone de croissance, elle est utilisée dans le domaine animal. Donc, par rapport à ça, il y a plusieurs pays qui autorisent l'utilisation d'hormones de croissance pour stimuler la production laitière des bovins. Ce qui évidemment n'est pas très bon pour la santé pour l'animal en lui-même, mais aussi pour ceux qui boivent le lait derrière. Mais cette GH est surtout utilisée par l'homme. Donc elle est utilisée en cas de déficit du GH, comme on vient de le voir. Elle est utilisée également comme agent anti-âge pour rester jeune, mais elle est beaucoup utilisée dans le domaine du dopage. Ce qui évidemment en fait un produit dopant. Alors, qu'est-ce que ça apporte dans le domaine de la musculation? Ça permet surtout d'améliorer ses performances. Donc, d'améliorer la capacité physique et la résistance à l'effort en agissant sur les masses et la puissance musculaire. Donc, l'augmentation cardiaque et en stimulant la production de globules rouges. Bon, elle permet aussi d'améliorer la récupération à l'exercice et diminue la fatigue. Alors, évidemment, prendre dans l'hormone de croissance, ça a aussi des incidences qui ne sont pas sous-estimées. Alors, parmi les effets secondaires, l'arthrose, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et surtout le risque accru de cancer. C'est-à-dire que si dans ta génétique tu n'étais pas fait pour avoir un cancer, tu vas quand même en développer un. Ou alors si tu dois avoir un cancer dans, je sais pas moi, 30 ans, tu en auras un, mais beaucoup plus tôt. Par exemple, tu l'auras peut-être au bout de 20 ans ou un peu moins. Donc tu vois, ce qui n'est pas anodin. Alors, il faut savoir aussi que le taux d'hormones de croissance diminue après 60 ans. Ça, c'est pour information. Alors, ce que je voulais te dire aussi, c'est que le taux de GH, il est possible de le stimuler de manière naturelle, ce qui est encore le mieux pour la santé. Donc pour ça, il y a plusieurs astuces. Alors la première, c'est le repos. Donc le repos, je t'apprends rien, c'est très important, parce que ça va permettre au système hormonal justement de se réguler. Au niveau testostérone, c'est pareil, mais au niveau de la GH, c'est aussi très important, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as bien écouté, c'est pendant l'endormissement que des pics d'hormones de croissance se produisent, et notamment dans un endormissement profond, mais surtout 1 heure à 2 heures après l'endormissement, c'est là où les pics d'hormones de croissance sont au beau fixe. Donc toujours privilégier un repos suffisant, mais aussi réparateur. Et en général, on donne comme fourchette 8 heures à 9 heures de sommeil. Si tu peux dormir un peu plus longtemps, c'est encore mieux. Donc ne pas hésiter à se coucher un peu plus tôt. Alors ensuite, tu as la vitamine B6. Donc la vitamine B6 joue plusieurs rôles importants dans le bon fonctionnement du corps humain et peut aider le corps à maintenir son taux de magnésium et de zinc en cas de grande fatigue ou d'exercice intense. Alors ce qui est intéressant, c'est que utilisée sur le long terme, elle permet d'augmenter la sécrétion de GH et surtout lors d'efforts physiques très intenses. Ce qui est là aussi très intéressant. Donc on en trouve dans l'alimentation, donc dans les viandes, les poissons, les fruits de mer, les oléagineux, donc les noisettes, les pistaches par exemple, mais aussi dans des graines comme des graines de lin ou des graines de sésame. Alors aussi étonnant que ça puisse être, on peut en trouver aussi dans la banane, les pruneaux et les champignons Ciitec. Alors ensuite tu as le magnésium et le zinc. Donc pour augmenter son taux de testostérone, il ne faut pas hésiter à faire le plein de zinc et de magnésium.
Alors le magnésium, lui, va favoriser la relaxation musculaire, mais aussi un bon sommeil réparateur. Et on le sait, pour avoir un pic d'hormones de croissance, il faut avoir un sommeil profond et de bonne qualité. Alors le zinc, quant à lui, il va augmenter la production des enzymes qui augmentent le taux de GH. Alors combinant ensemble plus la vitamine B6, ils vont permettre de maintenir des taux optimaux de zinc et de magnésium dans l'organisme. Alors ensuite, tu as les légumes et les oléagineux. Alors les légumes et les oléagineux sont des sources très importantes en nutriments essentiels, puisqu'ils renferment des sels minéraux qui sont très importantes pour la bonne production de l'hormone du sommeil. Alors là aussi, on y trouve du magnésium, du zinc, mais aussi de la vitamine B6. Alors, les aliments riches en glucides complexes. Alors, les glucides simples, comme le sucre ou les pâtes, vont plus bloquer l'hormone de croissance que de la stimuler. Par contre, si tu utilises des glucides à index glycémique faible et des hydrates de carbone, tout ça, ça va permettre la production de GH en raison des acides aminés qu'ils contiennent. Et le problème, c'est que l'excès de sucre et de matière grasse va bloquer la production d'hormones de croissance, donc il vaut mieux les éviter. Alors ensuite, les protéines et les acides aminés, et c'est là que ça devient encore plus intéressant. L'hormone de croissance et son fonctionnement sont à peu près influencés plus ou moins par le nombre d'acides aminés qui sont présents dans le corps humain. Et ces acides aminés présents stimulent efficacement la production de GH. Alors ces acides aminés, pour les présenter, c'est quoi? C'est l'arginine, la glutamine, la lysine, l'orthinine et évidemment les BCA. Alors encore une fois, si tu prends tous ces acides aminés cumulés, tu vas favoriser encore plus la production d'hormones de croissance. Donc il ne faut surtout pas s'en priver. Alors ensuite, booster sa testostérone. Il faut savoir que dans le commerce, on vend des boosters de testostérone comme le Tribulus ou le Fenugrec par exemple. Donc personnellement, je ne les ai pas essayés, mais j'ai quand même un doute parce que je ne sais pas si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je ne pense pas que ça doit être aussi fort que ça. Donc, donc par rapport à ça, ce qui peut fonctionner, c'est de booster sa testostérone. Parce que la testostérone, ça fait partie du système hormonal. Donc si tu boostes ta testostérone, l'hormone de croissance peut se trouver boostée aussi. Évidemment, en appliquant tout ce que je suis en train de te dire. Donc, on va privilégier deux choses pour booster sa testostérone. Déjà, soulever de temps en temps du lourd. Ça va bien augmenter son taux de testostérone. Évidemment, pas tout le temps pour sauvegarder les articulations, mais aussi jouer beaucoup sur les lipides, donc les acides gras essentiels, comme les poissons gras, les huiles, les graines par exemple. Tout ça, les fruits oléagineux comme les amandes par exemple. Et tout ça, ça va permettre d'augmenter le taux de testostérone. Donc, la libération d'hormones de croissance va en profiter aussi. Donc ça peut être un bon complément de faire travailler l'un pour que l'autre travaille aussi de concert. Et ensuite, l'activité physique pour booster le taux d'hormones de croissance. Alors, lors d'une activité physique, notre corps produit du lactate, mais aussi de l'oxyde nitrique. Et ces deux facteurs vont permettre l'augmentation de l'hormone de croissance. Alors, lorsque tu fais un entraînement très physique, très intense, comme le HIIT par exemple, il faut savoir que ça va avoir une incidence très importante sur la fabrication de l'hormone de croissance. Alors par contre, pour les exercices d'endurance, par exemple les courses à pied sur de longues distances, ça va être beaucoup moins efficace que sur les entraînements à intervalles rapprochés ou les exercices de musculation. Par contre, c'est comme tout, les entraînements HIIT, il ne faut pas en abuser parce que ça peut être vraiment très contre-productif. Ensuite, les douches froides. Alors, il faut savoir que prendre des douches froides, ça permet de stimuler l'hormone de croissance et en plus, c'est excellent pour la santé. Alors, quand tu prends une douche froide, ton corps n'est pas habitué à cette température, donc il va vivre ça comme une agression. Donc, par rapport à ça, il va renforcer son système immunitaire. Alors, parmi tous les avantages, c'est que ça va stimuler la production d'enzymes antioxydantes, ce qui va favoriser l'élimination des déchets. Donc quand tu prends une douche froide, ça va augmenter le taux d'hormones de croissance en provoquant une hausse générale des sécrétions hormonales qui se trouvent dans l'organisme. Et évidemment, on fait une pierre deux coups, ça marche aussi pour l'accroissement du taux de testostérone. Donc un duo gagnant en fait. Donc une fois que tu as fini de prendre ta douche chaude, tu finis par un jet d'eau froide sur le corps
pendant plusieurs minutes, bon, sauf sur le dos si tu as des problèmes de lombaire par exemple. Et déjà, c'est très bon pour la peau, le système immunitaire, mais surtout, et ça c'est le bonus, c'est que lorsque tu prends une douche froide de plusieurs minutes, ça favorise le sommeil. Et le soir, tu vas beaucoup, mais alors beaucoup mieux dormir du fait que ta température corporelle a baissé. Donc, c'est une des solutions dont il ne faut pas se priver. Alors, ce qui est très utile aussi, c'est si tu veux sécher, dans ce cas-là, il est très intéressant de faire du HITT, par exemple, où tu vas beaucoup transpirer, d'une part, mais d'autre part, le HITT, comme c'est un entraînement très intense, comme je te le disais tout à l'heure, ça va libérer beaucoup d'hormones de croissance. Et l'hormone de croissance, justement, il faut savoir qu'elle grignote pas mal sur les réserves graisseuses. Donc ça, couplé à une alimentation adaptée, ça peut être très bien pour déstocker. Donc n'hésite pas à utiliser cet outil si tel est ton projet. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que je t'aurai appris quelques petites choses. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!